Eh bien, on vous l'a dit hein, à l'entame de cette émission, nous sommes, les jours s'égrènent, on ne va plus dire les jours, ce sont les heures désormais qui s'égrènent avant la rentrée pédagogique 2024-2025 et académique aussi. Hein. Oui. Et donc, le thème d'aujourd'hui, là, moi-même, vous voyez, je tremble tellement que j'ai des tics et des tocs. Voilà. Avant cela, Monsieur Marcel Teuilly, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour. Comment vous allez? Très bien. On est ravis de vous recevoir. C'est un plaisir de vous retrouver aussi sur le plateau. Voilà, à chaque fois que vous arrivez avec notre coach, Madame Sandra Atta. Sandra, bonne... bonne arrivée. Comment vous allez? Je rentre grâce, ça va. Ça va super. Monsieur Ama, bonjour. Bonjour Madame Aïcha. Vous allez bien? Je vais très bien. Et vous? Ça va aussi. Tout ça là, je suis très gentille aujourd'hui parce que je suis toujours dans le mois de septembre. Et donc, tous ceux envers lesquels j'use d'hospitalité, sauf bien sûr le chef, c'est pour une raison bien précise. Hein. Ah. Oui, oui, et comment ça? Alors, chef, avec vous aujourd'hui, on va parler bien sûr de comment l'apprenant se prépare pour la rentrée, avec pour sous-thème, bien pour thème, apprendre à apprendre. C'est tellement lourd que je me dis, mais ça veut dire quoi? Apprendre à apprendre. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois vous venez et puis vous décousez toutes nos croyances, toutes nos certitudes et nous nous retrouvons déboussolés? Et je suis sûre que vous allez encore nous laisser sur notre soif. Déjà, l'apprenant, on vous l'a dit, pour tous les parents et pour tous les élèves qui sont présentement encore à la maison, vous devez bien suivre cette capsule-là. Apprendre, nous tous on connaît. J'ai mon fils qui est avec moi, donc je vais lui permettre d'apprendre aujourd'hui et vous nous direz s'il apprend bien. Vas-y, mon enfant. Oui, maman. C'est quel cours déjà, maman? Et maman. Apprendre à apprendre. Monsieur Marcel Teuilly, on a beau essayer de trouver une belle intro, une belle explication avant de vous passer la balle, mais on n'y arrive pas. C'est ça. Oui, apprendre à apprendre... ça signifie que selon le niveau d'études où tu te trouves, c'est-à-dire que selon que tu es au primaire, selon que tu es au secondaire, il n'y a que l'objectif pour lequel tu es à l'école, c'est d'abord acquérir des connaissances, mais on doit t'évaluer pour s'assurer que tu as pu maîtriser un certain pourcentage par lequel on peut te promouvoir dans une classe supérieure. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Quand c'est au primaire, il y a ce qu'on appelle en termes techniques les items d'évaluation, c'est-à-dire la manière dont on pose la question à l'enfant pour qu'il puisse utiliser les ressources, donc les informations, les connaissances qu'il a reçues dans les cours pour démontrer qu'il a appris. Quand c'est au primaire, 90% des questions qui sont posées sont des questions de restitution. Question de restitution. Restitution, c'est-à-dire que c'est comme on te donne une définition, on veut que tu reproduises exactement la redéfinition. Oui. Vous voyez? Oui. Maintenant, quand c'est à partir du secondaire 1, donc en allant vers le secondaire 2, on prépare l'apprenant pour qu'il soit solutionneur des problèmes de la société. Et donc, on posera très peu de questions de restitution, mais beaucoup plus de questions de réflexion. Et donc, si tel est le cas, la manière dont l'enfant doit apprendre pour être capable de répondre aux questions de réflexion, c'est différent de la manière dont il doit apprendre pour restituer. Donc, c'est pour ça, c'est apprendre à apprendre. Donc, on doit lui apprendre comment on apprend la SVT pour que tu puisses répondre aux questions. En fait, toutes les questions qui sont posées ne sont pas à 100% des questions de restitution, mais la dominante, il y a une dominance. Sur 10 questions, 8 doivent être des questions de construction et de réflexion et à peine 2 des questions de restitution. Ça, c'est secondaire 1, secondaire 2. Mais quand vous allez au primaire, 75 ou 80% doivent être des questions de restitution parce qu'on veut amener la mémoire de l'enfant à capter, à retenir des choses qui vont lui permettre, quand il sera dans un niveau plus élevé, d'être capable donc de construire la réponse pour apporter des réponses. Donc c'est pour ça que il y a même de grands psychologues, d'éducateurs plutôt,
qui ont sorti des documents intitulés « Apprendre à apprendre ». Si tu ne sais pas apprendre, on va poser la question, tu vas passer à côté. Et pourtant, on t'a vu sous les lampadaires, on t'a vu veiller, mais franchement, ce que tu devais savoir pour savoir comment tu devais apprendre pour être capable de répondre aux questions, finalement, tu ne l'as pas vu. Alors, Monsieur Marcel, Ouais. moi, je voudrais qu'on puisse déjà départager. Ouais. On comprend que quand on est au primaire, Ouais. l'enfant est, désolé pour ce que je vais dire, est peut-être une page vierge. Ouais. Et c'est le maître ou la maîtresse ou enfin le teacher qui va maintenant inscrire Ouais, ouais. cette manière d'apprendre hein, dans la mémoire de l'enfant. Ouais, ouais. C'est ça? Ouais. OK. Par les questions qu'il pose, tu comprends qu'on veut l'amener à... puisque comme tu l'as dit, la mémoire étant vierge, il faut qu'on fasse juste asseoir et qu'on teste sa mémoire pour voir s'il est capable de rendre exactement ce qu'il a appris. Donc, nous qui échouons là, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment... Non, en fait, il y a plusieurs facteurs qui expliquent l'échec. Uh-huh. Oui. L'un des facteurs, c'est que vous ne savez pas apprendre. Donc, apprendre à apprendre, là, ça vous a échappé. C'est la faute à qui? C'est la faute, en principe, c'est la faute à l'institution scolaire. C'est-à-dire que dans la formation des enseignants, on doit leur montrer comment on formule les questions pour amener l'enfant, selon le niveau, à pouvoir construire la réponse. Mais si on n'a pas formé l'enseignant de telle façon, quand il va formuler les questions lors des évaluations, il va amener les enfants à passer à côté de la plaque. Donc, la faute est à l'institution. Ce n'est pas à l'enfant, donc à l'apprenant, ni naturellement aux parents. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est important que dans le plan de formation des enseignants, que ça ne soit pas seulement la méthodologie, la déontologie qu'il faut apprendre à l'enseignant, mais on doit lui apprendre également les items d'évaluation, c'est-à-dire comment on pose les questions pour que l'enfant soit capable de rendre ce que vous voulez. Si tel n'est pas le cas, eh bien, c'est l'institution qui est en faute. Et donc, c'est l'institution qui a fait échouer les enfants. C'est pour ça qu'il est important de procéder en chaque fin d'année ou bien à chaque évaluation à l'analyse des résultats. L'analyse des résultats démontre que l'enseignant a mal posé peut-être les questions ou qu'il a des faiblesses lui-même dans certaines matières que lui-même il dispense. Monsieur Marcel, dans tout ça, l'enfant, lui, n'a... Jusque-là, l'enfant n'a pas encore... La responsabilité de l'enfant n'est pas encore engagée. Non, là, on parle du primaire. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent. Mais le facteur dominant vient de l'institution. Si vous voulez que les enfants réussissent à 100%, il y a un dispositif de formation des enseignants, il y a un dispositif ou un mécanisme, disons, une façon d'accompagner les enseignants à bien formuler les questions. Si vous ne savez pas le faire, eh bien, vos enfants iront à l'examen. Mais... Les enfants dont les enseignants savent comment on évalue, ont préparé leurs enfants à cela. Et donc, eux, ils vont réussir. Mais toi, tes enfants qui ont passé le même examen national, eh bien, la plupart vont échouer. D'accord. C'est lourd. C'est lourd. Je vous l'ai dit, c'est vraiment lourd. Donc, ça veut dire que les professeurs doivent avoir des formations. Impératif. c'est ce Je vais appuyer par un exemple. Prends les élèves qui sont au secondaire 2. Les professeurs de philo, par exemple. Ils viennent faire leur cours de philosophie, etc. On doit évaluer, n'est-ce pas? OK. Là-bas, l'enseignant, en début d'année, doit informer les élèves sur comment on formule les questions d'évaluation en philosophie. L'enseignant, au début d'année... Au début d'année, il doit déjà informer les élèves comment ça se passe. En début d'année, après avoir fait l'apologie de sa matière, c'est-à-dire l'historique, etc. Là, le deuxième élément, c'est de leur montrer, de les informer sur l'architecture de l'épreuve de philosophie. OK. Tu vois, non? Et donc, là, les enfants ont ça en mémoire. De telle sorte qu'à l'évaluation, après 3 ou 4 chapitres, ils formulent une question qui amène l'enfant à prendre des éléments dans le premier, le deuxième, le troisième chapitre pour construire la réponse. Mais si tel n'est pas le cas, si l'enfant pense qu'il est encore au primaire parce qu'on ne l'a pas informé, il va, dès qu'il a vu un mot, il pond, ou pour ne pas dire, il déverse le paragraphe
il a 0. Cette affaire-là, nous, Oui. au Non, départ. non, vous Mais après, on s'est ressaisi. Donc c'est mon enseignant qui a fait. C'est faux. Toi, c'était autre chose. Ok. Alors, Monsieur Marcel, euh, si l'on est ainsi, vous avez une question qui est venue, je vais lire la question et je vais poser la mienne d'abord. Le rôle du parent à ce niveau, c'est quoi? Et le deuxième point, la question qui est venue, la personne dit qu'elle a eu un problème l'année passée où ce que l'on enseignait ou ce que le répétiteur enseignait était différent de ce que voilà. Et l'enfant était un peu troublé. Est-ce qu'il faut former le répétiteur ou bien c'est le professeur qui a été mal formé? Alors, c'est compliqué. Alors, je vais commencer par le parent. Comme tu as évoqué le problème de parent, je commence par le parent. Le rôle du parent, c'est quoi? Le rôle du parent, c'est d'être en contact avec l'école de son enfant. Et si le besoin d'avoir un répétiteur s'impose, il demande conseil à l'école. On lui dira, soit tu prends le répétiteur dans son école. Non, on lui donne conseil. Il y a une idée. Oui. On peut ne pas te dire ça. On te dira simplement on peut simplement te dire, OK, il faut faire l'analyse des difficultés de l'enfant dans la matière pour laquelle tu veux un répétiteur. Et c'est en fonction de la difficulté qu'on fait appel à quelqu'un pour venir remonter, renforcer l'enfant, lui réexpliquer. Il n'est pas venu pour dire autre chose que ce qu'on a donné au cours. Non. Il est venu pour réexpliquer parce que l'enfant n'a pas bien compris. Oui. Peut-être il n'était pas concentré, soit l'enseignant est passé très vite ou quelque chose comme ça. Mais son travail n'est pas de venir donner autre chose que ce qu'on a donné dans le cours officiel à l'enfant. C'est pour ça que, il ne faut pas prendre aussi n'importe qui comme répétiteur de ton enfant. Non. Et donc, le parent doit faire preuve de vigilance. Faire preuve de vigilance, c'est d'abord à l'entame, prendre contact avec l'établissement et leur dire, voilà, même mon enfant a au vu des résultats d'évaluation, voilà les difficultés que mon enfant a, eh bien, j'ai besoin qu'il remonte le niveau. Et donc, quels sont vos conseils à me donner pour que je puisse trouver un répétiteur qui puisse venir renforcer mon enfant? Le répétiteur, si par exemple l'enfant est en 6e, le répétiteur peut être un élève de 3e. Vous savez ça? Oui. Très bien. Ah bon? Bien sûr. Qui est fort dans la matière. Bien sûr. Parce que là, on utilise l'approche élève à élève ça. Parce qu'il y a plusieurs approches. Oui, l'approche élève à élève, ça veut dire que c'est un élève excellent dans la matière qui maîtrise très bien comment on apprend pour pouvoir bien maîtriser et rapidement, il peut remonter, pas forcément un enseignant ou bien un professeur ou quelque chose comme ça. C'est ça? Okay. Donc pour la seconde question oui, il dit qu'il s'est retrouvé, enfin qui s'est retrouvé avec... La question là, ça me rappelle une situation où il y a des formules, surtout on rencontre ça en physique et mathématiques. Il y a des formules qu'on vous donne à l'école et il y a des formules que peut-être le répétiteur vous donne à la formule de l'école. Oui, autre que la formule de l'école, puis soit peut-être plus rapide même pour arriver à la solution. Oui, c'est vrai. Si un cas comme ça arrive, vous devez vous référer au professeur qui vous a enseigné. C'est lui qui doit confirmer si ce que l'enseignant est venu vous montrer, est-ce que c'est utilisable à des fins d'évaluation. Des fois, même mais si ce que le répétiteur a montré à la méthode du répétiteur à la maison est meilleur que celui qui doit confirmer que c'est meilleur, c'est celui qui a enseigné, parce que c'est lui que l'institution a mis à la disposition de l'élève dans l'établissement. Mais s'il a des tares, désolé pour le mot, s'il a des tares et des couacs, et que peut-être... Il peut pas forcément dans son établissement, il peut voir un autre professeur ou bien un autre enseignant dans une autre établissement pour se confronter. Il peut confronter. Parce que s'il n'est pas rassuré, il doit confronter avec plusieurs intervenants. Monsieur Marcel, il y a de cela quelques jours, on en a parlé sur le plateau, les professeurs n'aiment pas que les élèves viennent les Non, ça c'est un manque d'humilité intellectuelle. Ah.
C'est un manque Voilà d'humilité les vrais intellectuelle mots. et C'est un faux. bon enseignant ne doit pas se comporter comme ça. Il doit être ouvert aux critiques constructives et se dire, mais tiens, je vais voir, mais je vais analyser en confrontant avec ce que j'ai dans le pouvoir. Est-ce que franchement, Ça passe moi-même ou j'avais pas? à apprendre encore ou non? Mais oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on demande aux enseignants de ne pas tout de suite dire que si les évaluations dans ma matière ne sont pas bonnes, eh bien c'est l'élève. Non, c'est toi qui dois te remettre en cause d'abord pour voir ta méthodologie pour capter les enfants. Est-ce que vraiment ça a Ça été passe. bénéfique pour les enfants? C'est cela? Oui, C'est ça un ah bon non, enseignant. là. C'est pourquoi on dit un bon enseignant, c'est celui qui sait intéresser l'élève à sa matière et se rendre intéressant. Ah non, monsieur Marcel, vous êtes encore arrivé dans ce pays nectarien. J'ai On souffert va... de ça. J'ai souffert S'il de vous ça. plaît, monsieur, est-ce qu'on peut avoir monsieur Marcel en plan, voilà. Rapproché. Parce que ça, là, c'est une citation à retenir pour la nouvelle année qui arrive. J'ai souffert de ça à l'école. Oh, toi, tu étais pas, tu n'étais pas enseignant. Je ne vibrais pas au même diapason. Ah, ok. Merci, là, voilà. Monsieur Marcel, s'il vous plaît, répétez ça. Alors, je répète, le bon enseignant, c'est celui qui sait intéresser l'élève à sa matière et lui-même se rendre intéressant quand il dispose le cours. C'est ça. Je donne un exemple. Une fois, je suis allé interviewer, quand on a ouvert les lycées scientifiques, là. Donc, je devais faire un documentaire sur les lycées scientifiques et je suis allé interviewer le premier de la classe du lycée scientifique de Lomé à l'époque. Il tape 18, 20 dans toutes les matières. Je dis, quel est le professeur qui t'épate le plus? Il dit que c'est son professeur de sciences physiques. Je lui dis, mais pourquoi? Que quand ce professeur fait cours, lui, il a l'impression qu'il donne vie à ce qui est inerte. Oh, wow. C'est le témoignage de l'élève à l'endroit des enseignants. Est-ce que tous les enseignants ont compris qu'ils doivent savoir donner vie à ce qui est inerte pour que, véritablement, l'enfant soit intéressé, motivé, captivé et qu'il excelle finalement dans sa matière? C'est ça l'équation à résoudre par tous les enseignants. Maintenant, est-ce que, monsieur Ataï, Non. Parce que, en fait, quand vous parlez comme ça, il y a des professeurs qui sont influencés, bien qui se laissent influencer par l'état de leur école pour ne pas donner, au fait, ce qu'il faut. Oui. Parce que il y a dans certaines écoles, comment dire, l'administration peut-être a un manquant, bien peut-être un retard de salaire et tout ça. Il y a des... Tu ne dois pas te laisser. oui, les problèmes En fait, personnels je aussi. dis que quelque part, si tu as pris, au fait, c'est une passion, ou bien c'est un travail que tu t'es dit que C'est tu un dois faire. sacerdoce, là. Mais si tu dois le faire, fais-le bien avant qu'on ne te paye. Mais Je crois que vous des fois, ça invite influence. à suivre les émissions spéciales que la division de la production, avec l'accord du directeur, ces émissions-là vont démarrer à partir de mardi. Et Demain? toutes les émissions, en tout cas ceux de débat éducation, il y a un thème plutôt qui est consacré à formuler de la même façon, de la manière suivante. Qu'est-ce qu'un enseignant motivé? Oui. C'est déjà enregistré. Hein? Oui. Ceux qui vont suivre l'émission vont tout comprendre. L'enseignant motivé, le premier élément, ce n'est pas combien on va me payer. Ou bien comment on me paye. Ce n'est pas si j'ai des problèmes sociaux à la maison. Non. C'est est-ce que j'ai été formé pour être à l'aise dans le déroulement de ma matière. Premier élément de motivation. Premier élément. Si on doit mettre l'ordre des éléments de motivation d'un enseignant, c'est ça le premier élément. Pourquoi c'est impératif que tous les enseignants passent par d'abord une école de formation pour recevoir la formation initiale et le reste, c'est les accompagnements par les enseignants experts et les enseignants avancés et les enseignants experts. Parce que dans les enseignants, on a catégorisé. Les enseignants qui viennent de débuter s'appellent les enseignants débutants. Ceux qui ont reçu des renforts de capacité pour déjà 5 ans à 10 ans, on les appelle les enseignants avancés. Et ceux qui ont vraiment cette capacité, comme ils peuvent être même des inspecteurs, on les appelle des enseignants experts. Donc, quand tu rentres dans le réseau des enseignants, en tant que nouveau enseignant, il faut avoir tout cela dans ton réseau de relations et tu t'appuies sur eux pour voir comment on fait. Parce qu'eux, ils ont reçu des renforts de capacité que toi, tu n'as pas reçu. Ils ont une certaine expérience que toi, tu n'as pas reçue. Ils ont été appuyés par le personnel d'encadrement des enseignants que toi, tu n'as pas reçu. Eh bien, il faut avoir l'humilité de frotter avec eux et ça te permettra de grandir et d'être un bon enseignant parce qu'il y a ce qu'on appelle le référentiel d'un enseignant de qualité. Madame Sandra, vous aviez une question? Oui, en parlant de matière, je voulais revenir, rebondir là-dessus.
C'est vrai que la plupart des temps, pour nos enfants, peut-être au collège partant, au lycée, nous avons ces soucis de matière. Comme je le disais la dernière fois, il faut déjà préparer l'enfant à une nouvelle matière, même si c'est une ancienne matière. C'est le rôle du parent, c'est aux parents de détecter les difficultés dans la matière, ou bien c'est aux enseignants. Parce que là, il y a certains parents qui se disent « je t'ai mis à l'école, ok, vas-y ». Il faut revenir là-dessus, monsieur. Grave. Oui. J'ajoute aussi ma prochaine question en même temps parce que je voudrais que vous me disiez, pour l'apprenant, et peut-être même si c'est important aussi pour le parent, quelle est la place de l'emploi du temps? Ok. Elle va finir d'abord? Non, elle a fini. C'est ça. Elle a fini. Quelle est par rapport aux matières, par rapport aux matières, les enfants qui ont la peur de certaines matières, des fois c'est la peur de l'enseignant qui fait que l'enfant est calé, bloqué, totalement. Et c'est fini. Monsieur Ataï, tous vos enseignants n'ont pas été formés, tous vos enseignants ne vous ont pas donné cours, tous vos enseignants, 4 fois que vous avez échoué dans votre vie là, tout ça là c'est à cause de vos enseignants. Toutes les fois où vous fuyiez pour aller vous balader, pour aller chanter dans les buissons là, c'était aussi vos enseignants. Monsieur Marcel, continuez. Voilà. Dès que je me sens dedans, je le dis. Monsieur Marcel, désolé. Donc ta question c'était de voir l'importance de l'emploi du temps. Et qui doit s'en préoccuper, l'apprenant ou l'enfant ou l'enseignant ou le parent? Il faut d'abord initier l'enfant très tôt qu'une vie scolaire doit être programmée, et que dans sa programmation, il doit avoir les heures de révision, les heures de discussion avec le parent sur ce qu'il a appris, des heures... Sur ce qu'il a appris? Bien sûr. Oui. Non, attendez. Sur ce qu'il veut manger, ou bien sur ce qu'il a appris? Ce qu'il a appris, il faut échanger avec le parent. Donc, il faut avoir un terme pour ça. Oui. Il faut programmer. programmer. Non, ça dit, parce qu'avant, moi, je me rappelais... Il faut un canevas d'emploi du temps dans lequel il faut loger les activités. On descend dans la maison, qu'on te pose question. Au garage. L'emploi du temps avec l'école ou avec la famille? C'est ça. Non, oui, l'emploi du temps de la maison. De la maison. Oui. Mais l'emploi du temps de l'école, c'est déjà connu. De telle heure à telle heure, si c'est au collège ou bien au lycée, ça c'est déjà connu. Maintenant, c'est à la maison. Quand tu reviens à la maison, combien de temps tu dois suivre, par exemple, une émission en prenant note? Parce qu'il y a l'exploitation pédagogique des émissions. Oh, monsieur Marcel, vous êtes encore venu. Mais oui. Oh, Boboé. Monsieur Marcel, tu dois être tol. À partir de demain. Tol. Quoi? Communiquer. À partir de demain, prenez Calvin et notez. Oui, c'est très voilà. Un bon élève, quel que soit ce qu'il suit, ne peut pas suivre comme un divertissement sans prendre de notes. Non, ça n'a pas de sens. Hein? Oui. Même en suivant tout ce qu'on suit là, il faut prendre note. Non, attendez. C'est-à-dire qu'il reste encore quelques jours. Donc, peut-être qu'on peut vouloir faire plaisir à l'enfant et l'emmener au cinéma. Ouais. S'il va au cinéma, il va avec un calepin et un... Oui. Et Bruce Lee... Je vais te dire pourquoi. Non, attends, je vais te dire pourquoi. Il va au cinéma, il doit prendre note. Pourquoi? Parce qu'il y a l'exploitation de ce qu'il allait voir. La première exploitation, c'est le divertissement. Il allait meubler son temps, il allait un peu rigoler, et puis il allait voir les acteurs. Ça, c'est la première exploitation. La deuxième exploitation, c'est l'exploitation par rapport à l'orientation scolaire et professionnelle. Ceux qui ont fait ce travail-là, comment on les appelle? Ils sont allés dans quelle école? Oui. Mais oui! C'est ça. Dans la glace. Parce qu'il y a des métiers derrière ce que l'enfant a vu. Oui. Les gens ne savent pas que, eh bien, il faut écrire tout ce qu'on voit là. On doit l'écrire, s'il vous plaît. Oui. Ils ne savent pas ça. Ça s'écrit. Un film s'écrit d'abord avant de trouver des acteurs pour mettre en œuvre. C'est ça. Et ceux qui ont filmé là, et ceux qui l'ont vu là, c'est des gens qui ont filmé, non? C'est des métiers, s'il vous plaît. On n'a pas des caméramans qui sont en train de nous filmer. C'est un métier. Est-ce qu'il n'est pas intéressé vraiment à développer sa passion dans ce métier-là, par exemple? Il doit prendre note de tout. Et discuter maintenant avec les parents et s'associer peut-être les spécialistes pour leur montrer les voies
pour devenir ce que... Si ça l'ambitionne, ça le passionne de concevoir aussi des choses pour que les gens aussi viennent voir. Les gens, enfin, lui est venu voir, non? Lui aussi peut concevoir autre pour que un jour, d'autres aussi viennent voir ses prouesses à travers ce que lui a fait. Et il y aura une valeur ajoutée à l'humanité. Pour toi, là. Je rappelle que vous n'aviez même pas de cahier. Pour continuer ce que M. Marcel dit. Non, ne mentez pas. Madame, non. Moi, j'étais en stage quelque part dans une société où ils nous ont envoyé suivre un film. Et le travail qu'on a demandé, en fait, c'est de retracer le film, de sortir les éléments importants et tout, voilà. et pour venir faire un rapport. Voilà. Moi, quand on nous a dit, moi, j'ai trouvé ça bizarre. Voilà. Mais après, quand je suivais le film, il y avait tellement d'éléments à mettre. Voyez, il a sorti un mot pour venir faire rapport. Un rapport, oui, c'est ça. Il faut apprendre aux enfants à faire un rapport. Il y a ce qu'on appelle un module de formation qu'on appelle les rapports circonstanciés. Oui. C'est-à-dire que selon ce que tu as vu, dépend le canevas du rapport. Supposons qu'un élève est venu suivre votre émission. Il doit sortir le rapport de ce qu'il a suivi par rapport au canevas adapté à cette émission. Si c'est un atelier, c'est un canevas de rapport adapté. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les rapports circonstanciés. Selon les circonstances, dépend le canevas de rapport. Et donc, il est allé vu le film dont tu parles là, mais il doit produire un rapport. Wow. Oui. Ça lui permettrait de faire... Apprendre à rédiger un rapport. Il va apprendre à rédiger un rapport. Il Oui. doit apprendre à utiliser le dictionnaire. Il doit apprendre il va se cultiver finalement. Oui. Et un beau jour, il sera un très bon écrivain. Oui. Et quand il sera à un niveau de responsabilité, il saura comment on produit un rapport aussi. Voilà, parce qu'un rapport bien structuré n'est pas comparé avec une lettre que tu envoies à quelqu'un. Ça, c'est clair. Ah oui, c'est ça. Madame Aïcha, Alors, justement, quand vous parlez, donc quand on parle de cet emploi du temps-là, Ouais. c'est-à-dire que on laisse, par exemple, la rentrée le 16, donc Ouais. l'enfant va peut-être la première semaine, le temps de prendre ses marques, de connaître son emploi du temps, et revient faire son emploi du temps, ou bien fait ça avec le parent. Il doit faire ça avec le parent. Il doit faire ça avec le parent. Parce qu'aujourd'hui, il faut amener le parent à être proche de son enfant par rapport à ses études. Et donc, le parent doit savoir ce que l'enfant va apprendre là-bas et de quoi il aura besoin, voilà, pour compléter son éducation, sa formation. Il y a ce qu'on appelle les compétences de vie courante. Vous voyez, savoir écrire un rapport là, on n'apprend pas ça à l'école. Non, ça c'est une compétence de vie courante. Ça. Vous voyez, et donc, et les divertissements sains. À quel moment il faut mettre, pourquoi c'est important de mettre des divertissements sains dans ta programmation? C'est important, il faut aussi insérer ça dans le programme. Et maintenant, veiller à produire un rapport peut-être mensuel du niveau de mise en œuvre de ton rapport, de ton emploi du temps. Est-ce que tu as réussi vraiment à exécuter les activités planifiées dans l'emploi du temps? Et pourquoi tu n'as pas pu? Quelles sont les difficultés auxquelles tu es confronté? Parce que dans ta vie courante de demain, c'est ce à quoi tu seras confronté. Et c'est maintenant que tu dois l'apprendre. Tout est éducation. Tout est éducation, s'il vous plaît. La deuxième question pour les matières, justement, la question posée par Mme Sandra, qui se charge de ça? Est-ce que c'est le professeur? Est-ce que c'est le parent? Est-ce que c'est le parent qui vient voir le professeur pour dire, la direction peut-être de l'école, de l'institution, pour dire, je cherche le prof de maths de telle classe, mon enfant est là-bas, surveillez-le parce qu'il a des lacunes? Tout dépend du niveau de l'enfant. Si l'enfant est au primaire, l'idéal, c'est qu'il soit accompagné par le parent pour aller discuter avec le ou les professeurs des matières de difficulté de l'élève. c'est ça, les matières de difficulté. Je dis bien les matières de difficulté parce que ce n'est pas une affaire de prendre répétiteur pour répétiteur, non. Voilà. Si l'enfant même se débrouille bien et il a des moyennes de bonnes moyennes dans les matières, ce n'est pas la peine de prendre les répétiteurs. Il sait comment on fait pour monter le niveau rapidement. C'est ça? Maintenant, s'il est au secondaire, il faut apprendre à l'enfant à être un responsable dès très tôt. Merci. Il faut responsabiliser l'enfant. Il ne faut pas faire le gendarme derrière l'enfant partout. C'est le parent qui doit l'accompagner. Non. Le détachement doit commencer. Le détachement doit commencer. Délivrance. Voilà. Et donc, il envoie l'enfant lui-même. Il n'a qu'à aller d'abord. Il te rapporte par un rapport écrit. Monsieur. Quand monsieur est là, je suis très contente, quoi. J'adore. Ok. Il ne veut pas qu'il vienne bavarder. En dehors du rapport oral, il doit te donner un rapport écrit. Ça te permet de savoir
est-ce qu'il a bien pris note des informations qu'on lui a données? Parce que pour produire un rapport, il faut savoir prendre note aussi. Hein. Oui, il y a ce qu'on appelle les techniques de prise de notes. Et quand nous, on fait des conférences aux élèves ou bien aux enseignants et autres, nous leur montrons les techniques de prise de notes. Voilà, à noter, à discuter et à faire. Oui, dans la colonne à noter, c'est tout ce que tu ne savais pas. Eh bien, tu sais là, Oui. à discuter, c'est bon, là où tu as besoin de faire des recherches. Et maintenant, à faire, c'est l'exercice qu'on t'a demandé de faire, ce qu'il faut faire pour que l'objectif pour lequel tu es venu nous voir, que ça puisse être atteint. Voilà. Et donc, quand tu sais prendre des notes, tu sauras comment produire un rapport bien structuré. Tu ne vas pas mélanger les choses en utilisant les connecteurs logiques. Donc, pour revenir véritablement à votre question, c'est si l'enfant est au secondaire, l'idéal, c'est que lui-même, il n'a qu'à aller produire un rapport, il l'amène. Maintenant, si ça s'impose, après que le parent ait reçu le rapport, ça s'impose qu'il retourne à l'école pour des informations plus pointues, eh bien, il doit aller avec l'enfant. Et maintenant, ils reviennent s'asseoir. Ils reviennent s'asseoir. Voilà. Parce que, vous voyez, les parents qui, quand ils reviennent du service, alors, vous êtes allé à l'école, oui, vous avez mangé, mais il faut apprendre. Hein. Il n'a encore rien fait. Rien fait. Il n'a encore rien fait. Rien du tout. Au moins, il a demandé. Non. Il n'a encore rien fait. Il y a séance de discussion et d'échange à table après le repas. Séance. Mais comment? C'est ça qu'on appelle. Monsieur Atta- Mais vraiment, voilà un élève que je ne sais pas quoi dire. Bien les Kéma. Ce sont les enseignants qui ont provoqué. Non, mais Oui. tous les jours. Oui, il y a différents cours tous les jours. Il mange tous les jours, mais il ne mange pas tous les jours. Après, on va manger pour avoir les calories. Là. Il faut utiliser les calories que tu as glucides. Là. Il faut utiliser les calories pour que l'intellect, véritablement, soit bien nourri. Et pour nourrir l'intellect, il faut s'asseoir. Même si c'est 10 minutes, c'est pas, quand on dit séance, ce n'est pas forcément d'avoir une heure de temps d'échange avec le parent. Non, pas forcément. Tout dépend de la teneur du sujet. Oui, ça peut être juste 15 minutes d'échange. Alors, et comment ça s'est passé aujourd'hui à l'école? Vous vous asseyez, hein, ce n'est pas debout, il faut faire. Non. Voilà. Est-ce que tu as une difficulté particulière? Est-ce que tu attends de moi? L'enfant sentira la présence de parents à ses côtés. C'est de ça qu'il est question. Et maintenant, on termine peut-être, comme on est à la veille de la rentrée, aujourd'hui, il faut qu'on ait des élèves qui sachent, qu'on apprenne à qui on doit apprendre ce qu'ils sont venus chercher à l'école. Ce que tu es venu chercher à l'école, il faut demander à la rentrée aux professeurs, de faire l'apologie de leur matière. Parce que les élèves viennent s'asseoir seulement comme ça là. Non, il faut des élèves qui aient un esprit critique et constructif. Et qui soit aussi une force de proposition aux enseignants. Ce que les enseignants n'ont pas l'habitude de faire, les élèves ont le devoir de le réclamer. Ils doivent réclamer quoi? Le contrat social. Ils doivent réclamer quoi? Le contrat didactique. Le contrat social, qu'est-ce que vous, enseignants, vous devez faire pour que nous, élèves, eh bien, nous puissions véritablement réussir? Tu ne dois pas violenter, quelle que soit la forme de violence, tu ne dois pas violenter, aucun enfant dans cette classe. Et c'est écrit, noir sur blanc, ça c'est le contrat social de la classe. Si c'est au collège ou au lycée, monsieur, vous ne devez pas faire la cour à aucun élève ici. C'est écrit. Si vous êtes en retard, vous devez nous expliquer. Oui. L'habillement, il faut que vous ayez un habillement décent. Tout est écrit, contrat social. Je vous dis, les enfants doivent réclamer ça. Et maintenant, le contrat didactique, c'est par rapport à la performance dans les matières. Alors, comment vous devez fonctionner pour que, dites-nous, comment vous comptez fonctionner pour que nous, on soit intéressés par votre matière et que nous performons, qu'on excelle dans votre matière? Livrez-nous les secrets. Oui. C'est de ça qu'il est question. Il faut que les dons changent, s'il vous plaît. Mais Monsieur Marcel, vous pensez sincèrement parce que on va pouvoir, en tant qu'élève, poser ce genre de questions? Ils ont le droit. Le droit à l'éducation, ce n'est pas d'aller prendre son sac et aller à l'école. Ce n'est pas seulement ça. Le droit à l'éducation, c'est d'aller à l'école, mais de réclamer d'autres aspects qui rentrent dans le droit à l'éducation. Moi, j'ai réclamé ça une fois. Ils doivent réclamer. À moins qu'ils ignorent, ils ne savent pas qu'ils doivent le réclamer. C'est pourquoi il faut apprendre aux gens à réclamer leurs droits. C'est ça.
Ce n'est que la première partie. Hein. On va retrouver M. Marcel avant la fin de cette semaine. Soyez rassurés pour toutes vos autres questions et pour tous vos messages. Je vais juste vous lire ce message qui dit « Bonjour Nectar, très bon thème qui est sur le plateau. Apprendre à apprendre pour dire encore comment se prendre, se préparer pour débuter l'école, comment emmener l'élève à s'imprégner, s'impliquer aux concepts qu'il attend au niveau ou au cycle dont il fait face. Tout comme l'élève ou l'enseignant peut avoir des connaissances, mais si on ne lui apprend pas comment transmettre, il ne saura pas le faire. Donc, il faut apprendre à apprendre. Salutations grandissimes à vous, Monsieur Marcel, de la part de Monsieur Nestor Badabo, qui est enseignant à l'EPP Napi Tcheka de Dampen. Ah, merci. Au moins là-bas, vous vous souvenez. Monsieur Marcel, je voudrais juste, demain, là, on a la première série d'émissions qui commence, n'est-ce pas? À quelle heure? À 21h avec la santé sur la détection des pathologies chez l'enfant. Parce que si on ne détecte pas très tôt, eh bien, vous allez voir que l'enfant ne pourra pas suivre, il ne peut pas regarder, etc. Donc, c'est très tôt, il faut détecter. Donc, c'est ma collègue Olive de Santé d'abord qui va aborder ce thème spécial santé scolaire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Marcel, d'être venu encore. Comme toujours, aujourd'hui, on est traumatisé, mais ce n'est pas grave, on prend ça comme ça. Ne dis pas avec un cœur. Et on vous souhaite déjà un très bon début de semaine, ainsi qu'à vous, très chers amis téléspectateurs. Monsieur Jacques Ekoulou était donc à la tête de l'émission aujourd'hui. Merci infiniment à tous et surtout aux sages. Bachana, on dit, Bachana, tu es Dieu. Si tu es Dieu, c'est que je suis quoi? Voilà, that's the question. Bye bye, à demain. Merci.